21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir, peuple d'Afrique. Recevez toutes nos salutations. C'est l'Afrique du panafricanisme qui s'exprime une fois de plus ce soir sur Ouru Africa, la tribune par excellence panafricaine, je l'ai dit chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé, au Cameroun. Et justement, pour ce qui est des questions et du questionnement panafricain de ce soir, nous allons épiloguer, chers messieurs, chères dames, peuple d'Afrique, sur une problématique essentielle dans le construit politique de nos nations. On va évoquer les élections, l'utilité des élections, l'apport des élections dans la vie des peuples, ou même, justement, est-ce que les élections peuvent contribuer justement à être ce facteur catalyseur pour ceux qui souhaitent prospérité et développement sur le continent africain, ou alors elles se conjuguent avec tristesse, désolation et même mort pour ce qui est de certains pays. Nous allons prendre pour référent et faire un gros coup de projecteur justement sur la dernière élection qui est en train de s'achever malgré que les résultats officiels n'aient pas encore été promulgués. Je parle de l'élection au Tchad où nous avons justement le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby, qui est potentiellement déclaré vainqueur, alors que justement son principal challenger, qui n'est nul autre que son premier ministre, Success Masra, appelle d'ores et déjà à l'annulation des élections. Nous en parlons ce soir, c'est la thématique principale et unique de Ouru Africa. Une fois que je l'ai dit, je respire et je vous reviens tout de suite. Nous sommes de retour sur Ouru Africa, je l'ai dit, nous allons épiloguer sur la problématique des élections sur le continent africain avec pour objectif et point d'ancrage principal, l'élection présidentielle du côté du Tchad. Elle, je l'ai dit aussi, est en train de s'achever avec ses résultats qui sont connus. Le président de transition a fait la course en tête. Il apparaît avec 61% des suffrages, suivi par son premier ministre, qui n'est nul autre que le leader, entre guillemets, de l'opposition tchadienne, Success Masra. Et en troisième position apparaît l'ex-premier ministre Albert Padami. Nous allons ce soir donc nous interroger sur ces élections-là. Que valent-elles réellement sur le continent africain? Ne sont-elles qu'un instrument de validation des pouvoirs, ou alors elles peuvent contribuer de façon essentielle à l'éclosion ou alors l'érection de développement sur le continent noir? Nous en parlons ce soir. Et pour en parler justement, nous avons convié sur cette table de réflexion ceux-là qui ont en charge l'enseignement et justement la conception idéologique de la politique. Vous aurez sans doute compris, je vais évoquer et introduire ici mon politologue, le seul sur le plateau d'ailleurs, Paul Stéphane Menunga, qui une fois de plus est parmi nous. Bonsoir Paul Stéphane. Bonsoir Stéphane Balga, bonsoir à tous les internautes et téléspectateurs d'Info TV et particulièrement de Ouru Africa. Bonsoir à tous les pensionnaires du Cameroun, parce que c'est une classe ou une catégorie professionnelle qu'on oublie au Cameroun. Je vous rappelle qu'au Cameroun, vous pouvez travailler pendant 30 ans et avoir une pension de 14 000. Ce sont des réalités qu'on ne dit pas souvent, mais ce sont des vérités. Oui. Je connais beaucoup de pensionnaires qui n'ont pas 30 000 francs de salaire. Et je connais aussi beaucoup de veuves qui sont femmes de pensionnaires
qui n'ont pas 50 000 francs de salaire. Pourtant, leurs maris ont servi l'État du Cameroun pendant plus d'une quarantaine d'années. Oui. C'est quand même aberrant. Et vous allez voir que depuis qu'il y a les inflations, on augmente 5% chez les fonctionnaires. On ne parle pas des pensionnaires, comme s'ils étaient des extraterrestres. Or, ils subissent la même inflation, la même augmentation des prix du carburant, du taxi, du riz, de l'huile et même du bailleur, parce que même le bailleur aussi augmente sa maison. Donc, bonsoir à tous les pensionnaires du Cameroun. Prenez beaucoup de courage, allez vous inscrire, parce que 2025 c'est demain. Si le système en place n'a pas pu revoir votre situation, peut-être un autre système viendra vous reconsidérer. Merci Paul Stéphane Monunga pour ce conseil à l'endroit des pensionnaires du Cameroun. Certainement, ils vous suivent même nombreux. Malgré les efforts que l'on croit perceptibles à la rencontre, vous nous avez donné des références qui pourraient les amener justement à avoir d'autres réflexions. Je vais prendre à ma gauche un homme politique qui jusqu'à présent reste le seul sur le plateau. Il est le secrétaire général du Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, le professeur Jimmy Yap. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Je voudrais d'abord vous féliciter pour votre nouveau-né, Stéphane. Bravo. Et dire aussi un grand merci à la maman qui est actuellement en bonne santé. Le bébé est en bonne santé. Bravo Stéphane, continue à faire le bon travail. Parce que, contrairement à ce qu'on nous dit, l'Afrique est dépeuplée et le Cameroun est dépeuplé. Donc vraiment, j'attends le voir bébé. Ceci dit, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins, pourquoi? Parce que l'Afrique, d'ailleurs c'est le thème, le MLDC dont je vais parler aujourd'hui, oui, est cette formation politique qui va changer le Cameroun dans le sens où donner un sens à l'élection. En Afrique, Stéphane, l'élection n'a plus de sens. L'élection n'a plus de sens parce que l'élection est une confirmation. On l'utilise pour une confirmation d'une certaine orthodoxie. Merci. On va encore l'introduction. Les analyses, c'est plus tard. C'était juste une question pour moi de vous introduire, professeur Jimmy Yap, secrétaire général du MLDC. Merci pour vos voeux pour Stéphane. Oui, Stéphane, là. Jean-Maurice Mbok, plus besoin de vous présenter. Vous êtes de la société civile, vous êtes leader jeune, vous êtes justement une voix qui compte pour ce qui est des questions sociales au Cameroun. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane, tout en saluant le Stéphane que le prof a salué. Moi aussi je viens appuyer en attendant de voir bébé. Je vais saluer le doyen, nous l'appelons affectionnément doyen, M. Sanzwango, oui, qui nous suit certainement. Nous le saluons avec beaucoup d'amour et d'affection et lui disons nos remerciements pour son soutien et naturellement son accompagnement. Je vais sortir en saluant le ministre Mouelé, qui est le combi des taux et qui permettra donc à Marc de Brice avec quelle formule, Jean-Maurice indomptable. Juste pour dire qu'il y a un semblant d'accalmie. On espère que les lions indomptables vont fonctionner de manière naturelle et qu'on pourra passer à autre chose enfin, parce que ce sujet de distraction finit par dégoûter, finit par saouler. Et finalement, on a l'impression que c'est du peuple qu'on se moque, parce que à la clé, ça ne change pas ça n'apporte pas une valeur ajoutée au panier de la ménagère, ça ne fait pas du bien aux pensionnaires, comme Stéphane Monunga le disait. Donc voilà, vivement qu'on tourne la page et qu'on passe à autre chose. Il y a des problèmes sérieux à adresser dans cette nation, qu'on veuille nous faire rester au ministère des Sports et ses différentes chambres, que ce soit la FECA volley, la FECA foot et tout, ne nous sert franchement pas à grand chose. Comme quelqu'un disait, quand ces lions vont courir derrière ce morceau de cuir,
Le salaire, c'est eux qui l'ont. Nous, on n'a que nous-mêmes pour applaudir. Donc, ça ne peut pas être un sujet de distraction pendant longtemps. Voilà. Merci Jean-Moïse Mbok. Une fois que je vous ai introduit, nous restons en attente de notre quatrième et dernière invité qui nous vient de la classe politique du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais plus précisément. Mais nous allons introduire avec vous Paul-Stéphane Menunga. Nous parlons d'élections, c'est une question sensible. L'Afrique bouillonne de par les élections qui sont organisées sur le continent. Alors, quels sont d'abord pour vous, le politologue, les critères d'une bonne élection? Comment est-ce qu'on sent que cette élection sera positive et qu'elle va apporter une plus-value dans le construit démocratique du pays dans lequel elle se déroule? C'est vrai que les critères d'une bonne élection dépendent de chaque pays, mais j'ai envie de dire la plus-value d'une élection dépend du système politique dans lequel on se retrouve. Parce qu'il y a une différence entre un système politique et un régime politique. Si vous êtes dans un système que je qualifierais d'autoritaire ou de totalitaire, en réalité, l'élection n'a que pour finalité de légitimer votre pouvoir. Parce que, généralement, dans les dictatures, quand on parle de dictature, il y a deux types je pourrais dire ici, de régimes politiques. Il y a ce qu'on appelle le totalitarisme, et il y a ce qu'on appelle l'autoritarisme. Et généralement, dans le totalitarisme, il n'y a pas d'élection. C'est dans l'autoritarisme, généralement, qu'on organise les élections, simplement pour légitimer le pouvoir. Parce que dans tous les régimes autoritaires, quand on organise une élection, on connaît déjà à l'avance qui va gagner cette élection. Donc l'élection devient un prétexte de légitimation du pouvoir. Je pourrais convoquer ici, par exemple, le régime de Mussolini, le fameux Duce italien. Oui, le Duce. Oui, exactement. On organisait les élections sous Mussolini. Mais on savait qui allait gagner cette élection. Donc, c'est pour vous dire que l'élection a une plus-value quand on est dans un vrai système démocratique. Mais vous allez vous rendre compte que dans la plupart de nos États africains, on se retrouve dans ce que Max Weber appelle affectueusement des dictatures libérales. Et le Cameroun n'en échappe pas. Dans les dictatures libérales, en réalité... Vous êtes dur, là, Paul Stéphane. Non, je ne suis pas dur, je suis vrai. Parce que beaucoup de personnes confondent le multipartisme, c'est-à-dire la démultiplication de plusieurs partis politiques, à la démocratie. La démocratie, c'est un système inconditionnel du respect des droits humains. Je ne vais pas rentrer peut-être dans ces droits humains maintenant, mais c'est ça la démocratie. On peut donc être dans un multipartisme sans être dans une démocratie. Et c'est ça la particularité de nos États aujourd'hui. On se retrouve dans des systèmes de multipartisme sans être dans des systèmes de démocratie. Ça fait donc quoi? Puisque l'élection est devenue aujourd'hui le principal instrument qui légitime un pouvoir, on est donc obligé d'organiser une élection pour que notre pouvoir soit légitime et légal, reconnu par la communauté internationale et la communauté nationale. C'est pour ça qu'on organise un semblant ou une parodie d'élection. Parce que quand vous regardez quand même, j'ai souvent envie de dire que dans une démocratie, même quand vous travaillez comme Jésus, on ne peut pas vous élire 5 fois de suite. Je dis même si vous travaillez comme Jésus, il est difficile que pendant 40 ans, vous gagnez une élection. Parce que le peuple, il est bizarre. Mais si vous arrivez quand même à gagner une élection 1, 2, 3, 4, 5 fois, ça pose un problème fondamental. Et je veux sortir en disant que quand vous regardez même déjà d'abord souvent les mécanismes d'organisation des élections en Afrique, il est faussé d'avance. Parce que vous allez vous rendre compte que ceux qui sont au pouvoir contrôlent souvent tous les instruments qui sont chargés d'organiser les élections. On peut prendre le cas par exemple du Tchad. Vous allez remarquer que tous les instruments... Nous allons prendre ce cas justement, de façon particulière. Parce que quand on parle des instruments ici, nous ne nous limitons pas seulement à l'administration, parce que l'institution a 2 dimensions. Il y a la dimension normative, ça veut dire les lois, et la dimension organisationnelle, ça veut dire que quoi? L'institution elle-même. Quand on parle l'institution normative, regardez bien toutes les lois électorales en Afrique, vous allez vous rendre compte qu'elles sont toujours à la faveur de ceux qui sont au pouvoir. Et maintenant, quand vous payez dans l'institution organique, vous allez vous rendre compte que les institutions organiques encore elles-mêmes sont au service de ceux qui sont au pouvoir. Et je vais sortir en prenant un exemple. Je crois, il y a eu les élections aux États-Unis en 2020, si ma mémoire ne me trompe pas. Et j'aime souvent prendre cet exemple pour démontrer que si on était en Afrique, ça aurait été autre chose. Ça veut dire que quoi? Vous avez un président qui est en fonction.
et on lui dit qu'il n'a pas gagné les élections. Et on lui permet même de manifester. Parce que ses partisans ont manifesté. C'est ça la démocratie. Oui. Ça veut dire que vous avez un président qui est en fonction et une autre institution est capable de dire que vous n'avez pas gagné. Or, si on est en Afrique, comment vous faites pour dire à un président en fonction qu'il n'a pas gagné une élection? Dès que vous lui dites ça, il utilise les appareils répressifs de l'État pour vous démontrer que c'est lui qui a gagné une élection. Donc, j'ai envie de dire que l'élection, n'apporte pas une plus-value en Afrique parce qu'elle est biaisée déjà même dans sa conception en Afrique. Il faudrait qu'on repense l'élection, qu'on repense nos systèmes politiques pour que l'élection apporte la plus-value qu'on attend d'elle. Merci Paul Stéphane Menunga. Alors, monsieur le secrétaire général Jimmy Yap, il y a quelques années, un homme politique français déclarait que la démocratie était un luxe pour l'Afrique, Jacques Chirac pour ne pas le nommer. Nous sommes près de 40 ans plus tard. Est-ce que vous pensez, comme lui encore, que la démocratie est un luxe par occurrence des élections que l'on organise de façon plurielle sur le continent sans que véritablement les niveaux de vie des populations sur le continent ne puissent évoluer. Nous avons eu des élections à foison entre 2023 et 2024. Certaines sont annoncées pour 2025, mais l'on ne voit pas qualitativement la plus-value qu'ont apporté ces élections. Il y a eu des morts avant, des morts pendant, et parfois même des morts après. Est-ce qu'aujourd'hui encore, comme Chirac le pensait il y a 40 ans, la démocratie est un luxe pour le continent africain? C'est une excellente question. Je vais répondre par deux volets. Le premier volet, c'est de dire à Chirac qu'il a tort. La démocratie n'est pas un luxe en Afrique. Mais le second volet serait d'expliquer pourquoi est-ce que Chirac dit que la démocratie est un luxe en Afrique. Les Occidentaux ont ceci de particulier qu'ils fonctionnent d'une certaine façon. Alors, la démocratie est le dernier stade du développement. Le développement commence par le développement économique et aboutit au développement politique qui est la protection des libertés individuelles et l'État qui devient garantie de ces libertés-là. Donc, c'est dans ce sens que Chirac peut dire que la démocratie est un luxe pour l'Afrique parce qu'il pense que le développement de l'Afrique devrait être un développement linéaire. Donc, partir de l'industrie au développement économique, puis au développement social, et puis aboutir au développement politique qui est justement la démocratie. Mais il fait faux, parce que l'Asie nous a prouvé le contraire. L'Asie nous a prouvé que en 40 ans ou en 30 ans, on peut se développer jusqu'au dernier stade, la Chine étant un modèle important. Mais je voudrais revenir au Cameroun parce que c'est le Cameroun qui nous intéresse. Est-ce que les élections sont importantes au Cameroun? Est-ce qu'elles ont été importantes? Est-ce qu'elles continuent d'être pertinentes? Les élections sont importantes. Oui. Mais les élections sont importantes dans le sens où elles sont dans un contenu d'un système politique. Et le système politique, c'est ce qu'on appelle démocratie. Et le problème que nous avons, surtout, que ce soit en Afrique subsaharienne, que ce soit comme c'est que la citoyenneté et le citoyen n'est pas éduqué à la démocratie. La démocratie, c'est pas seulement l'élection. La démocratie est un ensemble de critères, dont par exemple la séparation des pouvoirs, dont par exemple la liberté de presse, dont par exemple la protection des droits et des libertés. C'est dans ce sens que quand vous appliquez l'élection, que l'élection a véritablement un sens. Je suis d'accord avec Menunga qui dit que en Afrique, l'élection est une légitimation du normalisme du parti au pouvoir. Mais je voudrais y ajouter un mais. Parce que, quelle que soit la façon dont c'est mené, l'élection reste importante parce que elle est quand même l'expression d'une certaine volonté. Mais à ce niveau, au sujet de cette définition, mais il y a quand même des exemples sur le continent qui nous ont montré, et de façon très récente. Au Sénégal, par exemple, il y a eu élection, il y a eu changement effectif du régime, changement même d'idéologie gouvernante. Ça veut dire quand même que l'élection a permis aussi de basculer d'un modèle de pensée pour un autre modèle. Oui. Ce que je veux dire, c'est que
il faut faire une différenciation dans les concepts. Parce que je vais parler des concepts, après je reviens dans la pratique. Parce que je parle du concept, je reviens dans la pratique. Le Cameroun est une démocratie illibérale non développée. Illibérale dans le sens où, non, je peux même dire illibérale négative, ou négatif. Pourquoi? Parce que il y a des démocraties libérales, il y a des démocraties illibérales, il y a des démocraties illibérales non développées. Non développées veut dire que, et négatives, telles que le Cameroun, parce que il y a des démocraties libérales, illibérales qui sont développées, comme la Russie, comme le Japon a été une démocratie illibérale à un moment donné. Je vais revenir sur le concret. Allez-y. Non, je vais revenir sur le concret. C'est dans le sens où l'État est concentré sur les populations et sur l'adhésion des populations pour le développement. C'est une démocratie illibérale développée. Le Cameroun n'en est pas. Donc, quand tu fais une différenciation dans ces concepts, pour revenir à la réalité, pourquoi est-ce que les lois, ou alors pourquoi est-ce que les élections n'ont plus ou moins aucun sens dans les États africains? C'est tout simplement parce que les États ont choisi de se développer dans le sens des gouvernants, le nombrilisme, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, les gouvernants ne sont plus concentrés sur les besoins des populations. Oui. Je ne dis pas qu'une démocratie illibérale est mauvaise, parce qu'on a vu des démocraties illibérales comme au Japon pendant longtemps qui ont développé la nation. Il faut être concentré sur les besoins de la population. C'est pourquoi nous pensons que au niveau du MLC, nous allons revenir à rendre les élections significatives. Significative veut dire quoi? C'est que nous nous concentrons sur le développement local. Et qu'est-ce que c'est? Et je vais même vous dire, parce que j'espère que je vais arriver à ce niveau de développement, Stéphane, une minute, c'est que quand on est dans une démocratie illibérale non développée et puis dans un système de parlement, un système démocratique parlementaire comme le Cameroun, où il n'y a aucun checkpoint, il n'y a pas de surveillance, on aboutit évidemment, comme je l'ai toujours dit, à des mauvaises lois qui font en sorte que nous ayons un mauvais système de gouvernement. Pour chuter, je dis ceci, l'élection en 2025, nous, au MLDC, nous allons rendre l'élection importante. Et l'élection importante veut dire revenir à la base. Pourquoi revenir à la base, Stéphane? Il faut revenir à la base parce que c'est la base qui change tout. On ne se développe pas du haut en bas. On se développe, quel que soit le pays, on se développe de bas en haut. Oui. Et pour se développer de bas en haut, il faudrait que la jeunesse revienne rendre le sens aux élections, rendre le sens des élections significatives, véritablement. Venir aux mairies, changer les choses, venir à l'Assemblée nationale où il y a un dormisme, je ne sais pas si ce mot existe, un dormisme des parlementaires qui fait en sorte que le Cameroun se trouve dans un état de sous-délabrement développé. Et pour chuter, je dis que la plupart du temps, on parle de Paul Biya. Hein. Quand je parle de Paul Biya, je parle en termes impersonnels. Donc, je ne vais pas dire Monsieur Paul Biya, je ne vais pas dire Président Paul Biya. Je vais dire parce que c'est un homme impersonnel. On se met toujours tout le temps en train de dire Paul Biya fait ci, a fait ceci. L'échec du Cameroun n'est pas Paul Biya. Hein. L'échec du Cameroun, c'est les parlementaires et les maires RDPC. Et nous au MLDC, nous avons le devoir pour la jeunesse de remplacer tous les maires RDPC et les députés RDPC qui sont là pour dormir au Parlement et voter les lois qui n'ont aucun sens. Merci, professeur Yap. Alors, Jean-Moïse Mbok, on est là en train d'épiloguer justement sur les questions électorales parce qu'elles sont au cœur des enjeux qui interpellent les sous-régions, qui interpellent le continent. Pour ce qui est de l'élection tchadienne, elle paraît assez ambiguë. Nous avons un personnage central qui est Success Masra et un acteur au pouvoir qui est le président de transition Mahamat. Success Masra a un parcours assez atypique. Hier opposant, aujourd'hui Premier ministre, candidat à l'élection, il reconnaît l'élection.
l'élection n'est pas achevée, il dit les vainqueurs. Aujourd'hui, que les tendances l'annoncent perdant, il dit qu'il faut annuler. Est-ce que ce type d'élection-là n'est pas le genre justement d'élection qui crée la confusion auprès de l'électorat et qui au finish n'apporte les détentions et des contestations post-électorales? Avant de répondre à cette question, j'ai envie de faire un petit retour pour corroborer parfaitement avec ce qui a été dit par les deux premiers copanélistes. Il faut dire que les élections sont en fait la conséquence d'une démocratie. Et la démocratie est la conséquence de la volonté du peuple. Oui. Pour prendre le cas de la France, par exemple, en 1789, le tiers-État, qui est un peu comme la société civile aujourd'hui, qui avait choisi de prendre les devants sur le ras-le-bol par rapport à la monarchie, a opté pour pouvoir passer à la démocratie. Et ça a mis pratiquement 3 ans. 3 ans après, c'est le clergé qui les rejoint. Oui. C'est quelques membres de la monarchie qui commencent, en fait l'élite, qui se met à les rejoindre parce que, en fait, dans leurs échanges et dans leurs explications, ils rappellent que la monarchie existe pour le peuple et non le contraire. Parce que le roi avait tout, il possédait tout, il avait le droit de vie et de mort comme il voulait. Donc, il y avait tellement de griefs et pendant tout ce temps, la démocratie s'est donc construite autour du peuple, des besoins du peuple, des attentes du peuple et des projections même du peuple. C'est donc comme ça que, chez eux, la démocratie vient pour répondre à un problème concret, Oui. un problème ponctuel. Le drame en Afrique, C'est pas le cas chez nous? c'est pas le cas chez nous, parce que nous, j'ai l'impression qu'on nous a imposé quelque chose qu'on ne comprenait même pas fondamentalement. C'est pour ça que les élections, donc, pour arriver aux élections, elles sont simplement la conséquence d'une volonté, soit du colon, soit, et Stéphane le disait, de celui qui est au pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu la démocratie, et c'est peut-être là que beaucoup de partis politiques se trompent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de voir les besoins du peuple, ils sont en train de voir un autre grand leader qui aussi a envie de diriger, de conduire la nation au lieu de s'adosser sur les besoins du peuple. Et là, je rejoins parfaitement le prof parce que c'est à la base que ça se passe. Oui. C'est au niveau des maires, c'est au niveau des députés. On prend, Le on recense. le prof constate un endormissement, si je peux emprunter son expression, de la classe politique, juste, notamment dans le Parlement, au sein du Parlement et même dans les communes. Est-ce que c'est à elle seule qu'on peut imputer la situation qui est celle de beaucoup de nos pays sur le continent? On va d'abord commencer par l'éducation même des populations. Les populations doivent être sensibilisées, informées qu'elles ont des droits, elles ont une obligation. Et Paul Stéphane le disait, inscrivez-vous et allez voter. Ça, c'est la responsabilité du citoyen. Mais allez voter un projet, allez voter un concept, allez voter une idée, une idéologie qui rencontre vos défis, vos challenges, vos besoins. Allez voter quelqu'un qui va vous dire que peu importe le temps que vous allez mettre à la fonction publique, vos pensions vont être prises en compte et vous allez pouvoir les contrôler. Allez voter quelqu'un qui va s'occuper de vos problèmes d'eau. Il n'y a pas de problème à s'occuper des grands projets de développement, mais il faut quelqu'un qui va s'occuper des deux volets. Une fois que vous l'avez dit, une fois que pour revenir sur le cas qui va nous interpeller ce soir, le cas tchadien. À l'Afrique dans sa globalité, c'est là le leurre des indépendants, c'est qu'on nous a vendu un projet creux et vide. On a dit démocratie, mais est-ce que la démocratie africaine rencontre les réels besoins des Africains? C'est par là qu'il faut commencer. Une fois, et vous avez pris le cas du Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui, la société civile est celle qui se pose en véritable interface entre les populations et les gouvernants pour dire attention, voici ce que le peuple veut. Le peuple se reconnaît dans sa société civile parce que c'est quand même un construit. Et quand elle parle, ça fait force, ça fait loi. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. Comme au Cameroun. Au Cameroun, on peut questionner. Donc, vous de la société civile, c'est pas le débat. Non, on ne peut pas questionner la société civile parce que la société civile n'est qu'un maillon de la chaîne. Il faut le dire, elle n'est qu'un maillon de la chaîne et notre rôle est d'abord de sensibiliser, d'informer, de rappeler aux uns et aux autres qu'on a un seul Cameroun, un seul pays et il faut plus qu'on rentre dans la guerre des idées que la guerre des personnes ou des partis politiques. C'est d'abord la guerre des idées. Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on dit à nos populations? Et nous allons faire le relais. Donc pour revenir au Tchad, c'est exactement le problème. Quand on a des élections pour élire un homme et non élire un projet de société et non élire un programme, et non, il y a une réelle volonté d'impacter positivement le peuple.
C'est là qu'on se retrouve dans les élections un peu fantoches où quelqu'un dit moi je suis opposant, encore qu'il faut me comprendre ce que ça veut dire opposant. Oui. Je suis opposant et puis après je suis déjà dans le gouvernement, je suis premier ministre et puis après non, je veux rentrer dans le système pour comprendre comment ça se passe, c'est l'excuse facile. Oui. Et puis je suis dans le système, bon, ce n'est même plus trop ça, il est candidat, je suis candidat, il sait très bien Alors, que le système est Jean-Maurice Mbok, à ce niveau, vous faites une caricature parfaite de l'homme Success Masra, mais n'oublions pas qu'à chaque étape, à chaque décision, il y a des morts. On a vu des morts par milliers au Tchad, justement, lorsque le même avait décidé de rentrer dans un affront vis-à-vis du pouvoir central. On a vu des Tchadiens mourir, on l'a vu en exil, on a vu sa capacité à mobiliser et à envoyer la jeunesse tchadienne dans les rues. Mais on le voit aussi au gouvernement, on le voit à l'élection, on le voit Premier ministre de cohabitation. Ce type d'élection accompagné d'acteurs politiques aussi versatiles, la question reste la même. Ne contribue-t-elle pas à éloigner les populations de la chose politique ou alors tout simplement à créer de la confusion? Mais vous avez vu son parcours, il n'est pas devenu Premier ministre ex nihilo. Il est passé par la France. Après, il est revenu en Côte d'Ivoire, où il y avait des tractations et des négociations. Ça montre bien qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Et c'est une fois de plus notre grand Gaulois d'en face, celui qui tire les ficelles. Il a su associer le président de la Grande Côte d'Ivoire, Ouattara, pour l'amener dans la négociation. Le Sénégal aussi a participé à la négociation pour dire non, il faut essayer la calmie, il faut que le jeu soit cool, mettez-vous ensemble, essayons de construire. Il faut un premier ministre qui vienne de l'opposition parce qu'il faudra quand même qu'on montre que c'est en train de se développer la France, voulant se couvrir et d'avoir adoubé. Le fils va donc convaincre Success à s'associer au fils. Mais le but final, ce n'est pas la démocratie qui est recherchée, ce n'est même pas une élection transparente qui est recherchée, oui. C'est de légitimer leur poulain, c'est de positionner la personne qu'ils ont choisie depuis le commencement. Donc, c'est vouloir être naïf que de s'attendre à autre chose que ce qui s'est passé aujourd'hui au Tchad. Mais pour moi, ça repose la vraie question. En Afrique, quel est notre modèle de démocratie? Qu'est-ce qu'on entend par démocratie? Qu'est-ce qu'on veut atteindre en passant par la démocratie? Si ce n'est pas clair dans la tête des gouvernants, dans la tête des partis politiques, parce que ce thème de position, finalement, il faut voir même le bien fondé, dans les partis politiques, dans la tête de la société civile et des populations, quand on aura compris à quoi réellement c'est la démocratie, c'est là qu'on pourra s'asseoir et se parler logiquement. Et je dis donc que les élections ne seront donc que la conséquence d'une démocratie qui est pensée, qui est structurée, qui est organisée. Quand vous parlez des morts, il n'y a pas que des morts en Afrique. Sans banaliser des morts en Afrique, il y a des morts en Occident. Oui. Mais la différence entre les deux morts, c'est que les morts de l'Occident savent pourquoi ils meurent. Ils meurent pour un idéal. Alors que les Noirs en Afrique, ils meurent pour 500, pour 2000, pour du pain, pour une bière, parce qu'on leur dit sortons en masse, allons dire non. Mais très souvent, allons dire non à quoi? Merci Jean-Maurice Mbok. Alors, Paul-Stéphane Manunga, on reste toujours dans les concepts. En 2016, nos confrères du Monde titraient en grande une et s'interrogeaient s'il fallait continuer à organiser les élections présidentielles sur le continent africain. Ils prenaient pour référent toutes ces modifications constitutionnelles qui, justement, essaimaient le continent. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. On va dire 8 ans plus tard. Le constat reste-t-il le même? Faut-il continuer à organiser les élections présidentielles en Afrique lorsque l'on sait qu'avant les élections, pendant la campagne, il y a des affrontements. Pendant l'élection, c'est des morts. Après les élections, c'est un monsieur qui estime qu'il a été volé, c'est des querelles à n'en plus finir, et justement, ces élections ont un coût. Les élections ivoiriennes, par exemple, en 2010, avaient coûté 300 millions d'euros. C'était un record mondial. Est-ce que, lorsqu'on agglomère tous ces paramètres-là, on peut continuer à penser qu'il y a nécessité d'organiser des élections présidentielles, je précise, sur le continent africain? J'ai envie de dire que le véritable problème de l'Afrique ou de certains pays africains, c'est que on a résumé la démocratie à l'organisation d'une élection. C'est ça le véritable problème. Or, l'élection n'est que le cube dans une sauce. Ça veut dire que vous êtes en train de préparer votre sauce d'arachide. Elle a déjà presque fini de cuire et vous mettez du cube. C'est ça le rôle de l'élection. Ça veut dire qu'il y a d'abord des conditionnalités qu'on met. Oui.
avant d'organiser une élection. Or, en Afrique, on a résumé ou on fait penser aux gens qu'un pays qui n'organise pas les élections est un pays qui n'est pas démocratique ou qui n'est pas démocratique. C'est quand même un minimum sur lequel on s'appuie. Ce n'est pas... J'ai envie de vous dire que ça ne sert à rien d'organiser une élection si les conditions d'une démocratie ne sont pas réunies. C'est tout. Ça ne sert à rien. C'est un gaspillage d'argent inutile. C'est le cas sur le continent? C'est le cas du continent africain. Il faudrait qu'on revoie nos systèmes politiques. Parce que vous avez parlé de Chirac qui présente la démocratie comme un luxe pour l'Afrique. J'ai envie de dire à Chirac ou au feu Chirac qu'il se trompe. La démocratie n'a jamais été un luxe pour l'Afrique. C'est le multipartisme qui nous ont servi qui est un luxe pour l'Afrique. C'est la vérité. Parce que même quand vous prenez nos sociétés traditionnelles, contrairement à ce que les gens pensent, le chef n'était pas désigné comme les gens pensent. Il y a certaines sociétés où il y avait ce qu'on appelait la lapidation du chef. Ça veut dire que vous êtes désigné, mais on rentre dans le secret pour faire une élection. Si vous êtes rejeté, vous n'êtes pas chef. On appelait ça la lapidation du chef. Il y a même le trône ancestral qui pouvait vous rejeter. Quand ça vous a rejeté, vous n'êtes pas chef. Ça veut dire simplement qu'il faudrait que l'Afrique construise une démocratie qui épouse nos réalités anthropologiques, nos réalités sociologiques, nos réalités historiques, nos réalités culturelles et non les réalités de l'Occident. Parce que il est difficile d'appliquer les réalités occidentales en Afrique. Et pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. C'est simplement ce qu'il faut comprendre. C'est comme si vous vous levez, j'ai envie de dire que c'est comme si vous vous levez aujourd'hui et vous partez dire aux Occidentaux que dans votre système de démocratie là, il faut intégrer la polygamie de façon officielle. Ça ne va pas fonctionner. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on ait une démocratie justement qui intègre tout ça. Parce que, et la dernière fois on parlait justement du droit. Oui. Et des lois. Et je vous disais que l'Afrique n'a même pas encore ses lois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le journal Le Monde, il y a 8 ans, dit que ça ne sert à rien d'organiser des élections présidentielles sur le continent africain. 8 ans plus tard, vous faites le constat froid que rien n'a véritablement changé, que c'est toujours une perte de temps, une perte d'argent, avec les morts qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'on fait? Quel système alternatif proposez-vous pour que justement on puisse aller vers un minimum de rotation en termes de leadership, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient au magistère sur le continent? On parle de famille, Bongo, Déby, Sassou, bon, bref, on les connaît, nous les vivons. Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller vers un modèle alternatif qui ne soit pas la copie conforme de la démocratie, mais qui épouse des réalités africaines? Moi, par rapport à la question que vous posez, je suis de ceux qui pensent que au lieu d'adopter le multipartisme en Afrique, vraiment, il faut qu'on ait autour 3 partis politiques. Soit on va dans un bipartisme ou un tripartisme. Le multipartisme ne nous sert à rien en Afrique. Ça contribue plutôt à exacerber nos différences tribales. Oui. Ça contribue plutôt à exacerber le tribalisme, le clanisme. C'est pour ça que je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait que l'Afrique adopte un modèle qui va faire qu'on ait autour 3 partis politiques. Pourquoi? Ça va nous permettre d'éviter qu'on ait des aventuriers en politique. C'est une vérité d'abord qu'il faudrait qu'on se dise. Ça va nous permettre d'éviter qu'on ait des aventuriers. Ça va nous permettre d'éviter même qu'un parti politique puisse manipuler ou contrôler notre système. Je veux prendre le cas du Cameroun. Vous savez pourquoi on ne peut pas avoir un boycott des élections au Cameroun? Parce qu'on a plus de 377 partis politiques. Parce que dans ces 377 partis politiques, il y a ce qu'on appelle les partis satellites. Oui. Ça veut dire que ce sont des partis en réalité qui sont du RDPC. Ça veut dire que quand la vraie opposition va dire que si vous ne modifiez pas le code électoral, on ne va pas aux élections, on va financer les partis satellites, ils vont aller aux élections. Et on va dire qu'il y a eu élection et on va légitimer. Personne ne pourra prouver qu'il n'y a pas eu élection, que ce sont les partis satellites du RDPC. Or, vous voyez que dans un système de bipartisme, en réalité, il y a une véritable concurrence politique, il y a une véritable carriérisation en termes de concurrence politique, et on a même des hommes politiques qui se construisent et se bâtissent dans le temps. Oui. Or, avec un multipartisme, on a l'impression qu'on est dans une auberge espagnole. Quelqu'un se lève le matin parce qu'il a un peu d'argent, il crée un parti politique qui n'existe que dans son village. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est un élément qui participe à la pérennisation et à la
j'ai envie de dire, la construction du tribalisme. Parce qu'un individu se lève, il crée un parti qui n'existe que dans son village et tout son discours n'est que communautaire. Or, si on a des partis politiques qui épousent justement la vision stricte ou la définition stricte de Joseph Lapalombra qui dit qu'un parti politique doit être présent de l'échelle nationale à l'échelle locale. Oui. Tu seras obligé d'avoir un discours national au lieu d'avoir un discours local. Oui. Donc je pense donc aujourd'hui, on doit sortir du multipartisme qui nous a été servi par le discours de la Bolle pour adopter des régimes soit de bipartisme ou de tripartisme. Ça va nous permettre d'éliminer les brebis galeuses et de rester avec ceux qui veulent vraiment travailler. C'est pour ça qu'on a des partis politiques. Je sors par là, ce que je dis est très important. Contrairement à ce que les gens pensent, un parti politique est comptable de l'incivisme dans un pays. Parce que un parti politique a pour mission de socialiser. Ça veut dire que quoi? Quand les gens ne vont pas s'inscrire dans les listes électorales, que vous soyez du pouvoir ou de l'opposition, vous êtes comptable. Quand les gens sont inciviques dans un pays, quand il y a une désocialisation politique dans un pays, vous êtes comptable. Vous connaissez combien de partis politiques d'opposition au Cameroun qui font le travail de socialisation politique? On les voit apparaître à la veille des élections. D'autres ne participent même pas à l'expression du suffrage universel, parce que c'est aussi ça une mission du parti politique. Vous voyez donc que, au lieu d'avoir 300 partis politiques, tant mieux avoir 3 partis politiques, mais de véritables partis politiques qui vont participer à la construction véritable de la démocratie au Cameroun et en Afrique. Merci Paul Stéphane Menunga. Jimmy Yap, la question reste la même. Nous sommes sur le continent africain, les élections arrive, mais rien ne change véritablement. Beaucoup s'interrogent s'il faut continuer avec le même paradigme, celle des élections pour les élections. Est-ce que vous, dans votre lecture objective, vous pensez qu'il faut continuer ainsi, ou alors le modèle proposé par Paul Stéphane Menunga sur le plateau, vous serez parlant, celui qui constituerait, ou alors qui conduirait à réduire sur le continent, que ce soit au Tchad, au Congo, au Cameroun, au Gabon, le nombre de partis politiques, bien qu'au Gabon, cela est déjà commencé à être fait par le régime de transition, qui a décidé de suspendre tous les partis politiques, ainsi que, je crois, au Mali. Est-ce que vous êtes dans la même logique où il faudrait réduire le nombre d'acteurs politiques pour espérer une meilleure dynamisation du système? Nous, au MLDC, nous avons compris le problème. Paul Stéphane est en amont. Il n'identifie pas le problème. Même le docteur Mbok n'identifie pas le problème. Nous, au MLDC, nous identifions le problème. Quel est alors le problème? Je vous dis, je vous l'ai toujours dit, les mauvaises lois. Et quand il dit que, quand on dit dans ce plateau que les élections ne sont pas importantes tant que nous n'avons pas perfecté le système démocratique, je dis non, on ne peut pas perfecter le système démocratique sans continuer à aller aux élections. Donc, quelles que soient les élections, qu'elles soient truquées, qu'elles soient valides, qu'elles ne soient pas valides, elles sont importantes. C'est pas là le problème. Une élection truquée, valide, un système négatif. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas là le problème. Le problème se situe dans le sens où les populations africaines se sont détournées de ce qui les regarde. Revenons au Cameroun, parce que moi je vais toujours parler du Cameroun. Les Camerounais ont ceci de particulier, ils parlent toujours des problèmes d'ailleurs et ne parlent pas de leurs propres problèmes. Moi je parlerai toujours du problème au Cameroun. La jeunesse s'est détournée de la politique. La jeunesse a laissé des soi-disant RDPcistes qui sont là, qui se pavanent avec RDPC n'est pas représenté sur le plateau. Mais il a fui. RDPC a fui. Donc, il a fui, il a senti le danger. Donc, la population a laissé sa destinée aux mains des aventuriers qui utilisent l'argent du contribuable pour les narguer. Alors, je dis que nous, voilà ce que nous allons faire au MLDC. Oui, qu'allez-vous faire? Voilà. Nous allons investir 360 candidats. Parce que comme je suis en train de le dire, parler des grandes théories sur comment, le pourquoi, ça ne change pas grand-chose. Je suis ici non pas en tant qu'académique, mais en tant que politique.
Donc c'est aux politiques, aux politiciens. Donc je dois apporter des solutions. Décrier que le Cameroun marche mal, le Cameroun, nous le savons déjà tous, ça ne sert à rien. Faire le bilan du RDPC dans la négativité, cela ne nous sert à rien. Pour moi, ou alors pour le MLDC, le RDPC c'est le passé. Nous apportons des solutions. Et la solution elle est simple. Je dis, on commence par le bas. Le bas c'est quoi? C'est que nous sommes gouvernés par les mauvaises lois. Nous sommes gouvernés par des gens qui sont incompétents. Nous sommes gouvernés par des gens qui sont mauvais. Revenons à ce que l'élection, quand vous abandonnez votre droit de vote à un tiers, ou alors quand vous votez n'importe quoi, je vais vous dire ce que ça donne. À ce moment précis, qu'est-ce que vous faites vous allez aux élections, celles qui arrivent là, vous serez présent avec les mauvaises lois. Oui, bien sûr. Il faut la terre politique, on dit dans ce pays. Mais que non, même que le code électoral. Mais que non. Ils ne seraient pas là. Mais ils n'ont rien compris. Je dis qu'ils n'ont rien compris. Nous allons aux élections. Ils n'ont rien compris parce que, imaginez que le MLDC aille aux mairies et gagne 5-15 mairies. Parce que moi je suis dans le concret. Parler de théorie, je parle de théorie dans les amphis. Je ne parle pas de théorie ici sur le plateau. Je faisais un séminaire de renforcement de capacité avec le MINREX et puis les comités territoriales décentralisés il y a peut-être un an à Kribi, organisé par le MINREX et la coopération entre Chine et Cameroun. Est-ce que vous savez que déjà la loi de la décentralisation permet que chaque comité territorial décentralisé puisse nouer un contrat direct, sans passer par quoi que ce soit, puisse nouer un contrat direct avec une communauté territoriale décentralisée ailleurs. Et je proposais aux maires qui étaient présents, et c'était moi le maître de cérémonie, parce que je leur disais que la coopération entre la Chine et le Cameroun est la meilleure coopération décentralisée qui peut être, parce que la Chine a des millions de communautés décentralisées. Des millions de communautés. C'est-à-dire on peut nouer directement le contrat entre une province quelconque lambda avec une province quelconque lambda. Quel est l'impact, Stéphane? L'impact, c'est que toi qui es le maire ici, à Yaoundé 1, ou à Yaoundé 2, ou à Yaoundé 3, tu puisses aller négocier une installation d'usine dans ta communauté, dans ta commune. Et quand tu installes une commune tu installes une usine dans ta commune, qu'est-ce que ça fait? Ça résout le problème du chômage. Nous sommes dans le concret. Ils ne comprennent pas ça. Les maires actuellement sont dans les centimes additionnels. Ils prennent l'argent de l'État et achètent des grosses voitures et se pavent. Une anecdote. Des maires qui font la balance. Aucun maire RDPC n'a rien fait dans ce pays. Aucun maire RDPC n'a rien fait. Vos déclarations si nous allons... Non, je suis dans le concret de la conséquence de l'élection. Ne pensez pas que je suis en train d'extrapoler. Je suis dans la conséquence des élections. Quand la population donne leur droit de vote à n'importe qui, ils sont mal gouvernés. Le problème du Cameroun n'est pas le problème de Paul Biaki en haut là-bas. Le problème du Cameroun est le problème des maires et des députés qui sont des incompétents. Je vais te dire, Stéphane, une anecdote. Le maire de Yaoundé, un maire de Yaoundé, il ne faut pas citer, on voit la merde dégouler dans les carnivaux. Oui. Mais le même maire sort 5 millions pour le défilé. Et sort peut-être 180 pagnes RDPC pour défiler. Alors que la merde jonche les caniveaux. Je vais encore aller dans ma propre mairie, du moins dans mon propre village. Mon maire n'est jamais arrivé dans mon village, à Pouma. Je suis dans le village de Ngompem. Ils ont même eu l'exploit de détruire un ouvrage public. Un ouvrage public dans le pont qui reliait presque du moins la partie nord et la partie sud. C'est ça les conséquences de l'élection. Quand je dis que la jeunesse doit revenir parce que c'est la jeunesse qui a changé tous les pays du monde, Stéphane. Ce n'est pas les vieux. Encore que je ne suis pas dans le combat des vieux et des jeunes. Je suis dans le combat que chaque génération doit gouverner. Les conséquences de ne pas comprendre que ton vote que tu es en train de faire est en train de te mener à l'abîme. C'est ce qui est en train de se passer, par exemple, au Cameroun, ou alors ce qui va se passer au Tchad. Donc, nous, MLDC, pour revenir parce que je suis secrétaire général du MLDC, nous, MLDC, nous pensons que, parce que nous allons jouer avec les lois qui y sont, parce que nous allons les changer, et ils ne vont pas nous battre. Nous allons jouer avec les lois ils ont voté des lois qui sont incompétentes, mais nous allons jouer avec. Nous allons présenter 360 candidats dans toutes les mairies. Nous allons présenter 180 listes pour les députés.
Pourquoi? Parce que c'est là que nous allons changer la vie des populations. C'est là que nous allons résoudre un certain nombre de problèmes pour les populations camerounaises, pour qu'elles soient, elles aient un pouvoir d'achat qui leur permette d'amener leurs enfants à l'école, les nourrir, les soigner et leur donner le divertissement. Merci, monsieur le secrétaire général. Vous avez abondamment tensé le RDPC sur ce plateau. Malheureusement, il n'est pas présent, donc on ne va pas parler de ceux qui ne sont pas là. Professeur Jimmy Yap, Jean-Moïse Mbo. Développement qui devrait être impulsé de la base vers le sommet, des élections qui ont ceci particulier qu'elles se traduisent par une qualité de vie exécrable pour les populations. Nous avons élections en Afrique, le cas du Tchad, parce que justement il y a cette proximité qui pourrait être assimilable à toutes nos sous-régions, des partis politiques à n'en plus finir, des familles qui parfois s'éternisent au pouvoir, une classe politique hétéroclite, une opposition qui n'a d'opposition que le nom, avec l'exemple qui nous vient du Tchad, où on voit un acteur politique être perdu dans son positionnement idéologique. Qu'est-ce qu'on fait? Vous, en tant que société civile, on s'en réfère toujours à vous, avec le lecteur et le marqueur sénégalais. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous vous positionnez pour empêcher que le nombre de morts se multiplie? Je précise que si les discours restent les mêmes, du côté du Tchad, on va assister à une crise post-électorale à nul autre pareil. Moi, je vais déjà dire ici que la majorité des Africains sont restés dans un esprit monarchique, traditionnel même. C'est-à-dire que on n'est plus gêné de voir une famille régner pendant des années. Oui. Ça ne gêne plus personne. Alors que nous sommes en démocratie. Alors que nous sommes en démocratie. Donc cette mentalité est restée. Et c'est là, à mon sens, il faut d'abord déconstruire ça. Il faut déconstruire ça. Maintenant, on a ce qu'on appelle chez les Bassa le mauvais bonbon, le mauvais vieux. C'est-à-dire que la mauvaise élite. Oui. Celui qui, tout ce qui s'est fait, c'est détruire la jeunesse, c'est pervertir la jeunesse, c'est son plaisir et son bonheur. L'autre malheur qu'on a dans toute l'Afrique, c'est qu'on a des mauvais vieux. C'est des mauvais vieux parce que c'est tout pour eux, rien pour les autres. Ça, c'est la suite des drames. Oui. Et maintenant, de l'autre côté... Mais à ce niveau, vous dites on a de mauvais vieux, oui, tout pour eux, rien pour les autres. Oui. Mais ce sont les mêmes vieux que les électeurs vont choisir à chaque élection. Comment est-ce qu'on peut comprendre que c'est un syndrome de Stockholm permanent? Les électeurs ne se lèvent pas pour les choisir. Vous m'amenez à la troisième catégorie de personnes qui sont les mauvais griots. C'est eux qui amènent les jeunes à aller voter les mauvais vieux. Les griots ou les mauvais griots africains, en fait, c'est ceux-là qui savent raconter des histoires, qui savent fabriquer des histoires, en fait, qui vous vendent du vent, qui vous vendent, mais qui vous mettent de la poudre aux yeux. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. En fait, ils sont tellement forts que vous avez l'impression que soit ils marchent sur la tête, parce que parfois eux-mêmes ils croient à leur pauvre histoire, eux-mêmes ils croient à leur folie là. Alors, comme ils ont des plateaux de télé, ils ont les moyens, ils ont les finances, ils ont un arsenal qui leur donne une certaine crédibilité, le temps des élections, il faut le préciser, ils réussissent à embrouiller une jeunesse qui, au lieu d'affronter son destin, a pris peur et s'est dit, bon, ça sert même au fond à quoi? Quatrième facteur qui n'est pas moins dangereux, c'est les mauvais hommes politiques. Comme Paul Stéphane les appelle les aventuriers. Il y a eu quelqu'un dans ce pays qu'on appelle le chasseur de lions. Le gars là a chassé de lions jusqu'à il a dit que vraiment la fête qui m'a dépassé, mais je viens habiter avec le lion. C'est l'exemple type du mauvais. Après avoir entraîné de nombreux Camerounais. Après avoir entraîné bien. Dans la violence. Il a entraîné beaucoup de Camerounais dans la violence, dans la confusion et dans le repli identitaire. Voilà tout ce que ces différents acteurs créés en Afrique. Et aujourd'hui, la jeunesse est quand même confuse. À qui donc faire confiance? Quand on entend le discours du prof, moi j'ai envie d'applaudir. Mais après, si au sortir d'ici, on l'appelle pour lui dire que dis donc, demain là, on te nomme
PCA, ou même pas. Va-t-il tenir Le remaniement, ministre, secrétaire mais général. on dit que ton nom c'est un gars du coup qui a des toits, qui a, on dit voiture, machin. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir? C'est ça le problème. Vous allez poser la question. Non, naturellement, là devant les caméras, il va dire, mais je suis un homme intègre et fidèle. Bref, il va dire tout ce qu'il peut dire et il parle bien. Donc, la quatrième catégorie, ce sont ces mauvais politiques, ces mauvais politiciens qui se comportent exactement comme des sorciers, qui viennent sucer le sang du contribuable. Ils n'ont rien à faire avec la jeunesse, avec la population, avec même le développement d'un État. Quand vous avez donc ces 4 acteurs, quand la jeunesse a ces 4 acteurs en face d'elle, Oui. encore même que dans cette jeunesse-là, il y a des jeunes qui sont sortis du lot et qui sont devenus plus traîtres que les traîtres, donc plus mauvais que les mauvais vieux. Donc finalement, la jeunesse africaine a un problème. Certains pensent que c'est en allant marcher que ça va résoudre le problème de fond. On peut citer les lois, on peut citer les textes, on peut citer les incompétents, mais si on ne revient pas à la simple compréhension de la démocratie, qui est les besoins de la population et les mécanismes pour les résoudre, Stéphane, on aura toujours des gens qui vont marcher croyant que c'est la chose à faire. On aura toujours des gens qui vont venir en politique comme des aventuriers, sachant que si la carrière, il n'a pas pu faire quelque chose de sa carrière, au moins là, il va s'en sortir. On aura les griots qui savent que pour eux, il faut dire que par exemple au Cameroun, que Paul Biya est le plus beau, il est beau Paul Biya est le soleil, Paul Biya est la lune, Paul Biya est le... Donc c'est le travail des griots. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et maintenant, nous à la société civile, notre souhait est que le vieux sache qu'il va mourir demain. Comme nous tous d'ailleurs. Comme nous tous. Et puisqu'il sait qu'il va mourir, qu'il sache qu'il est entouré de griots. Il est entouré d'aventuriers. Il est entouré de personnes qui n'ont rien à cirer, même de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'aime ni le président, ni les populations, il n'aime personne, il s'aime eux seuls. Qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il mange? Il faut que le vieux le sache. Et que le vieux sache que il rendra compte à l'histoire. Et parce qu'il rendra compte à l'histoire, il est le seul à pouvoir changer les choses et à remettre de l'ordre dans la maison. C'est valable pour le Cameroun. C'est valable pour la Guinée équatoriale. C'est valable pour le Congo avec Sassou Nguesso. Je ne prends que l'Afrique centrale. Oui. Parce que si les deux exemples, et principalement la RCA, ne nous parlent pas, ça veut dire que soit on a un problème fondamental. C'est-à-dire que quelqu'un a dit un jour que le crétinisme, ce n'est pas une insulte. Quand on dit que vous êtes chrétien, on ne vous a pas insulté. C'est simplement l'absence d'aération du cerveau. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à réfléchir de manière logique, de manière normale. Je refuse de croire que nos vieux sont chrétiens. Je refuse de croire ça. Donc, mon problème, ce n'est pas les griots, les aventuriers et tout ce qu'il y a autour. C'est le vieux qui, à un moment donné, doit comprendre qu'il est mal entouré. Et parce qu'il est mal entouré, il doit écouter les autres. Les plateaux de télé comme ceux-ci doivent être écoutés. Qu'est-ce qu'on demande? Assurez-vous que vous Oui, écoutez. qu'est-ce qu'on demande? C'est que, premièrement, qu'eux-mêmes nous disent ce qu'ils entendent par démocratie. Parce que finalement, on ne sait pas si eux-mêmes comprennent de quoi ils parlent. 400 partis politiques. Non, ça c'est l'agitation. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est la volonté du peuple et les mécanismes pour trouver des solutions à ce peuple-là, à leurs défis, à leurs challenges, à leurs besoins. Est-ce qu'on a encore besoin de rappeler à longueur de journée sur tous les plateaux de télé, est-ce qu'on veut dire que M. Biya n'est pas au courant, que Néo nous dérange? Est-ce qu'on veut dire que M. Biya n'est pas au courant qu'il n'y a pas l'eau à Yaoundé? Est-ce qu'on veut dire que M. Biya n'est pas au courant qu'à Biémassi, là, on parle de carrefour caca? Tout un carrefour dans une capitale. J'espère qu'il s'est battu déjà un peu, c'est votre zone. Je peux vous assurer, et Jean-Maurice Mbok, ça n'a pas beaucoup évolué. Bon. Est-ce qu'on veut nous dire que le père, est-ce qu'on veut nous dire que le père n'est pas au courant des problèmes que les Camerounais ont? Si donc, il ne nous parle que le 11 février, le 10 février et le 31 décembre, nous on a un problème avec ça. On l'a pas voté pour nous parler 2 jours. On l'a voté pour nous parler tous les jours. Et on veut un dialogue avec lui. Cette affaire d'enfermement, et je vais sortir par là, l'enfermement de nos leaders,
qui n'ont pas compris, et ça c'est un signe qu'on n'a pas compris la démocratie, qui est un dialogue en permanence avec le peuple, Oui. où une dirigée par délégation, par ces ministres qui sont bien gentils, on les aime, on applaudit, ils sont beaux, ils sont toujours sapés avec de belles voitures et des grands gardes du corps, on les félicite. Mais ce n'est pas eux qu'on a voté, c'est lui qu'on a voté. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections. Stéphane disait que les partis politiques qui sortent comme des champignons juste le temps des élections, c'est à cause de lui qu'ils sortent comme ça. Parce qu'ils ont vu que lui-même il s'en fout de nous. Et il faut donc qu'il leur montre qu'il ne s'en fout pas de nous. C'est à cause de lui que des gens vont se moquer de l'Afrique. Jusqu'aujourd'hui, encore des blancs qui maltraitent les noirs chez eux. Parce qu'on a des gouvernants qui sont absents. Vous allez dans un commissariat, porter plainte à un blanc, et le commissaire vous dit que vous avez, je n'ai pas envie de dire combien, mais vous êtes qui par rapport à ce blanc qui a garé sa voiture parce qu'il a un petit restaurant à Bastos. Il va traiter les noirs comme des valets. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays, et dans la majorité de nos pays africains, où les jeunes sont perdus. Et parce qu'ils sont perdus, ils ont besoin de repères. Et dangereusement, le repère ne sera pas un homme politique. Parce qu'ils ne font plus confiance à ces gens-là. Ou alors un homme politique têtu. J'ose croire que le prof est un homme politique têtu qui va garder le même discours sur les années. Qui pourra encore nous dire ça. Donc j'ai envie de lui dire, avec tout ce qu'il a dit là, le RDPC n'est pas là. Et je sais que si Messengeta, elle a eu dit que j'espère que si on te nomme prochainement, tu vas dire non. Parce qu'on a vu plus vieux que lui dans le discours, mais qui ont vite retourné leur veste. Merci Jean-Maurice. Permettez qu'on relaie les contributions de ceux qui nous font l'honneur et l'amitié de nous écouter. Elles sont nombreuses. Paul Stéphane Mononga, vous connaissez l'exercice difficile qui nous attend souvent lorsqu'il justement il faut les relayer. Bonsoir, tous nos opposants veulent juste se faire voir. Tous, ils ne veulent pas être président. C'est des mois aussi. Bon, je ne sais pas si ça veut dire. C'est M. Bouba depuis soi. S'il vous plaît, les Camerounais sont encore très bas dans la réflexion. Au lieu de voter les individus, on vote les partis. C'est malheureux, conclut le téléspectateur. Prenons cette autre réaction. Bonsoir le panel. Très d'accord avec le docteur Moïse Mbok dans son analyse sur l'élection présidentielle au Tchad. Ensuite, de la calmie observée aujourd'hui entre le MINSEP et l'Africa Foot. Nos problèmes sont ailleurs. Le panier de la ménagère, l'eau, l'électricité, les soins de santé primaire, la retraite, etc. Merci à vous, chère madame, pour la contribution. On va rapidement au pas de course sur celle qui nous arrive. Bonsoir le panel. Très bonne thématique. Pour ma part, relativement au politologue Paul Stéphane Mononga, sur le rappel du système américain en évoquant les institutions. Il est clair de constater que dans ce système, les institutions sont au-dessus de tout. Par contre, la démocratie en Afrique et au Cameroun en particulier, ce sont les personnes qui sont au-dessus des institutions et du coup, celui qui est nommé prendra très difficilement un avis contraire à celui qui l'a nommé. Merci à vous, depuis Kribi, d'avoir réagi. Bonsoir le plateau, bonsoir Stéphane et surtout félicitations pour la bonne... Concernant le thème, je pense que globalement, les élections en Afrique ne servent généralement pas à grand chose. Paul Stéphane l'a bien dit, les institutions qui tournent autour des élections sont souvent au service du pouvoir. Le cas du Gabon, je précise que le téléspectateur est gabonais, le cas du Gabon, du temps des Bongo, en termes de plus-value, il n'y a aucune. C'est juste un moyen pour faire plaisir aux Occidentaux. Nos mentalités en Afrique ne sont pas adaptées à ce mode de dévotion du pouvoir. Ayons le courage de réfléchir à un système qui corresponde à nos mœurs et à nos mentalités. Merci à vous, Ghislain, Fabrice et Binda, pour la contribution. Bonsoir, chers panélistes, et bonne émission pour la culture africaine. Pour ma contribution, il faut souligner que le terme démocratie est un concept importé de l'Occident qui ne tient pas compte des réalités africaines. Il faut que les Africains reviennent aux sources. Il faut que nous adoptions nous-mêmes nos valeurs réelles propres à l'africaine. Pour ma part, je suis pour la monarchie qui est propre à l'africanité. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir réagi depuis Essomba. C'est dans la banlieue de Yaoundé. Bonsoir.
nous laissons la politique aux politiciens. Monsieur le secrétaire général, votre projet est digne d'une fiction. Bon, je ne sais pas de quelle fiction il s'agit. Bonsoir Stéphane et à tout ton panel, plus particulièrement à Paul Stéphane, qui me donne toujours l'envie de suivre vos émissions avec ses analyses. En Afrique, il n'y a jamais élection, sauf en 2024 au Sénégal, peut-être encore au Cameroun en 2025, car pour ma part, ces vieux confisquent le pouvoir. Merci à vous, cher monsieur Sangou. Vous nous écrivez depuis la Guinée équatoriale. Pour Stéphane Manunga, la réflexion se poursuit. Nous allons d'abord abandonner un peu les SMS. Est-ce que, à date, on peut donc valablement se dire que l'Afrique a manqué un tournant avec la BOL, qu'on n'aurait pas dû accepter cette inclinaison à la démocratie, on aurait peut-être dû tourner nos yeux vers l'Asie avec ce mode de gouvernance alternatif qui aurait permis à ce qu'il y ait un meilleur essor social sans peut-être plus de liberté en termes de libertés humaines. J'ai envie de dire que l'Afrique n'aurait pas dû suivre ce mouvement de la BOL. Je suis de ceux qui pensent ça. Parce qu'en réalité, quand vous analysez de façon profonde ou de façon un peu plus minutieuse le chemin qu'on a suivi avec le discours de la BOL, vous vous rendez compte qu'en fait, le multipartisme est devenu un instrument de chantage. Parce que comment ça fonctionne, de mon point de vue, comment ça fonctionne actuellement? Vous ne voulez plus servir le colon, on vous tend la pêche de l'élection. C'est comme ça que ça fonctionne actuellement. Ouais. On vous tend la pêche de l'élection. Et avec l'élection, vous êtes entre le marteau et l'enclume. Vous vous retrouvez en train de faire des concessions que vous ne devrez pas faire. Je pense que l'Afrique aujourd'hui doit s'inspirer des pères fondateurs parce qu'on ne va pas fabriquer la machine à couper le beurre. Il y a des gens qui ont travaillé avant nous. On devrait simplement améliorer le travail qu'ils ont commencé. Quand vous prenez les travaux d'Nkwame Nkrumah, et j'aime souvent citer en référence le congrès de Manchester, oui. Parce que là-bas, ils ont pris des résolutions très importantes pour la démocratie africaine, sur le plan économique même. Parce que quand on parle de démocratie, les gens voient seulement l'élection, il ne faut qu'insister. Le système économique fait partie de la démocratie. Ils ont dit que le système capitaliste n'était pas un système qui correspondait à l'Afrique. Ils ont préconisé le socialisme. Oui. Mais nous, on s'est embarqué dans un capitalisme qu'on ne maîtrise pas. Ils ont dit que sur le plan politique, il fallait qu'on adopte ce qu'ils ont appelé le centralisme démocratique. Ça veut dire, ils ont pensé qu'on pouvait faire la démocratie dans un grand parti politique et avoir une alternance et avoir des élections qui pourraient nous permettre d'avoir des leaders, qui pourraient nous conduire vers l'émergence et le développement de l'Afrique. Vous voyez que quand je pose ces deux piliers, vous vous rendez compte qu'ils n'avaient pas tort. Surtout quand vous faites une étude comparative entre la période qui va du multipartisme à nos jours et la période qui va de 1960, période des indépendances de la plupart des États africains, jusqu'à 1990, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les États ont commencé à se construire sous les régimes qu'ils ont appelés des régimes de dictature ou de totalitarisme ou d'autoritarisme. Et c'est là où je suis d'accord avec le professeur, parce qu'il a évoqué un élément qui est très important en sciences politiques. Dans l'approche développementaliste, en réalité, la démocratie est un régime de consécration dans le développement. Ça veut dire, vous avez gravi tous les paliers du développement, et à la fin, donc, vous arrivez à la démocratie. Vous le dites, Paul Stéphane, mais vous refusez que l'on dise, selon Jacques Chirac, que justement, donc, la démocratie est un luxe. Nous ne sommes pas prêts pour la démocratie. Permettez-moi d'arriver. Permettez-moi d'arriver là où je vais arriver. Justement, on arrive au stade suprême de la démocratie quand on a franchi tous les paliers de développement. Nous y sommes déjà? Non. Chirac avait raison. Laissez-moi, je sais là où il va arriver. Pourquoi vous voulez que je donne raison à Chirac? Pourquoi vous voulez que je donne raison à Chirac? Sauf que quand vous prenez donc l'Afrique, quand vous prenez l'Afrique de 1960 en 1970, c'est une Afrique qui a, j'ai envie de dire, qui peut commencer à parler dans le Conseil des Nations. Parce que quand on prend le cas du Cameroun, la régression du Cameroun commence avec quoi? Avec la venue du multipartisme, le libéralisme et tout ce qu'on nous a servi. Or, vous n'êtes pas encore, vous n'êtes, comment je veux dire, dans cette mondialisation-là,
vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas structuré. On vous sert encore un système de multipartisme qui va davantage vous fragiliser. Ça fait donc quoi? Vous allez dans la mondialisation en rang dispersé et ça vous fragilise, ça fragilise vos systèmes politiques. Et maintenant, vous vous retrouvez donc avec des systèmes importés que vous ne contrôlez pas. Ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que Chirac pourrait avoir raison d'une part s'il parle du cosmétique occidental qu'on a ajouté dans la démocratie. Oui. Parce que la démocratie n'est pas forcément ce que l'Occident nous sert. La démocratie repose sur 3 piliers. Et même les Athéniens l'ont démontré. Même en Afrique, ça a existé. C'est quoi? C'est l'égalité devant la loi. Ça a toujours existé en Afrique. C'est l'égalité politique ou alors ce qu'on appelle l'égalité de chance. Ça veut dire que quand on a organisé un concours de l'ENAM, si Menunga est plus fort que l'enfant d'un ministre, on laisse passer Menunga. C'est ça la démocratie. L'égalité de chance. Et le troisième pilier, c'est quoi? C'est la liberté d'expression, qui n'est pas forcément le pluralisme médiatique. Et quand vous analysez donc l'Afrique, vous vous rendez compte qu'en fait, l'Afrique n'avait pas besoin de faire ce qu'on a appelé une ouverture vers le multipartisme. C'est ça qui est un luxe pour l'Afrique, l'ouverture vers le multipartisme. Mais la démocratie en elle-même n'est pas un luxe pour l'Afrique parce que l'Afrique pratique la démocratie depuis des siècles. Mais sauf que dans sa pratique de la démocratie, elle a intégré l'évolution des mœurs occidentales, qui est donc venue dénaturer sa démocratie et qui nous amène donc à penser aujourd'hui que la démocratie se résume au fait qu'on ait organisé une élection. J'ai envie de dire que la démocratie ne se résume pas à l'organisation d'une élection, mais la démocratie se résume justement au bien-être des populations qui se retrouvent dans l'État qui se dit démocratique. Merci Paul Stéphane Menunga. Je poursuis avec quelques contributions. Bonsoir le plateau. La diaspora camerounaise au Bénin suit le MLDC de très près. Bonsoir à vous du côté du Bénin. Prenons cette autre réaction. Pour ma part, la démocratie est le pouvoir des minorités sectaires sur la majorité épuisée. Merci à vous pour la réflexion. Bonsoir particulier au professeur Jimmy Yap. A-t-il abandonné lyrique? On le retrouve en politique. Pensait-il pouvoir être ce sauveur? Bon, je ne sais pas si le professeur voudrait se muer en sauveur. Il est en politique aujourd'hui. Alors, professeur, vous êtes arrivé comme un ovni sur l'espace politique camerounais. On vous a vu à l'Institut des relations internationales du Cameroun, le téléspectateur le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Aujourd'hui, est-ce que vous seriez prêt, vous, en tant qu'acteur politique, à assumer un certain type de standard? Beaucoup aujourd'hui se glose sur le parcours de certains, Sonko, Bassirou Diomaye Faye, qui ont démissionné de la fonction publique du côté du Sénégal. Est-ce que vous et bien d'autres jeunes qui veulent le changement seraient prêts à abandonner ces oripeaux en termes de strapontins pour vous mettre véritablement au service du peuple en veillant à ce qu'il y ait des élections de qualité qui puissent amener un changement? Je suis déjà au service du peuple. Je voudrais réagir par rapport aux panélistes et dire que, et surtout aussi aux réactions des téléspectateurs, vous voyez un défaitisme qui est terrible dans la jeunesse camerounaise. On vous dit que les élections ne servent à rien. Pourtant, il y a quand même des gens qui votent. Il y a quand même des gens qui votent. Il y a le fait que, en 2018, le président Paul Biya a gagné. On l'a voté, hein, véritablement. Moi, on peut pas dire que les élections ne servent à rien. Il faut prendre le taureau par la corne. C'est ce que nous allons faire au niveau du MLDC. Je suis très impressionné par toutes les théories et puis toute l'histoire, mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème actuellement au Cameroun. Il faut dire que on est gouverné par des mauvaises personnes. Et quand je dis que nous sommes gouvernés par des mauvaises personnes, nous sommes gouvernés. Ne pensez pas que ce sont les vieux qui nous gouvernent. Et c'est ça encore le problème ici.
c'est que on confond le fait que Paul Biya... Une minute, vous pouvez le dire, vous êtes en posture d'opposant, mais vous étiez, voilà, vous êtes dans ce système en tant que cadre. Non, je suis pas au niveau de... Non, je suis même un sacrifié, je suis un sacrifié, parce que parti, c'est pas le Cameroun qui me donne mon doctorat, hein. C'est pas le Cameroun qui paye mes études, hein. Le Cameroun profite de mes études. Les ouvrages que j'écris sont financés par ailleurs. Le Cameroun n'a jamais financé aucun de mes ouvrages. Ouais. Le ministère... tu ouvres la parenthèse, mais il faut que je le dise. Il faut la refermer tout de suite. Non, il ne faut pas la refermer. Il ne faut pas la refermer parce que je paye 25 000 pounds par année pour mon doctorat, une année. 25, ça c'est seulement les frais de scolarité. Vous pensez seulement que je peux capitaliser 25 000 francs avec le salaire de lyrique? Vous pensez sérieusement ça, Stéphane? Je suis un sacrifié déjà au départ. Fermons cette parenthèse. Revenons à ce qui concerne, ce n'est pas une histoire personnelle, c'est une histoire de la jeunesse camerounaise. Je pense que la jeunesse camerounaise a été dégoûtée par la scène politique camerounaise. Et c'est vrai. Mais la jeunesse camerounaise n'est pas alien dans ce qui est en train d'arriver. Et nous disons au MLDC que les lois sont mauvaises. Oui, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait des lois? Si elles sont mauvaises, on les change. Et pour changer les lois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas jouer la politique de la chaise vide. Oui. Il faut être là. Et c'est pour cela que nous disons aux élections. C'est pour ça que nous disons qu'au niveau du MLDC, nous allons faire une campagne massive dans les réseaux sociaux, et c'est ce que je fais déjà ici, pour que nous réintéressions les jeunes Camerounais, pour qu'ils viennent changer les lois qui vont changer leur propre développement. J'ai parcouru le monde, et il n'y a pas, c'est pas les vieux qui changent, c'est pas les vieux qui changent. C'est pas que nous sommes dans un conflit de vieux et de jeunes. Vous l'avez déjà dit. Je l'ai dit, mais je l'ai dit que peut-être la Première Guerre mondiale, ce sont les jeunes, peut-être toutes les guerres, ce sont les jeunes qui sont en guerre actuellement. Que vous soyez dans un combat, qu'il soit politique ou qu'il soit militaire, ce sont les jeunes qui le font. Donc, on ne peut pas être à 85% une population jeune et être gouverné par du moins une certaine classe de personnes qui ne répondent pas aux critères de la jeunesse. Donc, il est question pour nous de donner des solutions. Décrier Stéphane, une minute. Décrier Stéphane, tout le monde décrit sur tous les plateaux. On décrit que tout marche mal. Et ce n'est pas mon rôle de revenir dessus. Ce n'est plus non plus mon rôle de transformer le plateau en un amphi où je vais déballer les théories. Parce que nous les connaissons. Les problèmes de développement, moi, je les connais, j'ai écrit dessus. J'ai des livres qui sont internationaux sur les problèmes de développement. L'un étant le politique de développement en Asie de l'Est, où je fais une étude comparative de 8 pays, comment ils se sont développés. Dans OMLC, vous avez déjà la tête qui comprend le développement. Et si je dis que on part de la base, parce que la Chine est partie de la base, toute l'Asie de l'Est est partie de la base, et même d'ailleurs, même l'Europe qui s'est développée en 200 ans, et la Chine en 40 ans, ou alors l'Asie de l'Est en 40 ans, est partie de la base. Quand je dis que il faudrait que nous ayons un discours qui intéresse, qui soit un discours qui rentre dans le vécu de la population, qui est complètement déconnecté avec ces maires qui sont arrogants, qui utilisent l'argent du contribuable, avec ces fonctionnaires qui sont arrogants, qui utilisent l'argent du contribuable pour dans des il faut partir de là. Il faut, quand je vous ai évoqué ici, et c'est ça que une minute, laisse-moi jeter de ce côté-là. Quand c'est que le RDPC a formé des mauvais jeunes. Non, Ils sont sur le plateau. Laisse-moi te faire une illustration parce que mes compagnons font déjà la théorie, mais il faut rentrer dans le vécu des Camerounais. Ok? C'est ça mon rôle en tant que parti politique. Il faut rentrer. Quand j'ai dit ici la dernière fois que comme tel, pour que tu te connectes à Internet ou alors tu recharges ton crédit comme tel dans ta puce comme tel, il fallait aller donner de l'argent à Orange ou à MTN. Les jeunes du RDPC, le jeune du RDPC a dit que c'était faux. C'est que le RDPC a formé des jeunes malhonnêtes. C'est ce que je suis en train de dire. Ils ne sont pas là. Je te dis pas sur le plateau. Non, qu'il soit sur le plateau, qu'il ne soit pas sur le plateau, ce n'est pas la vérité. C'est comme vous dites. Les gars, vous laissez. Il était prévu qu'il soit là, non? Est-ce qu'il n'est pas là, c'est mon problème.
Est-ce qu'on ne l'a pas invité? Est-ce que c'est mon problème? Donc laisse-moi dire ce que j'avais prévu de lui dire. Que le RDPC a formé une jeunesse malhonnête. C'est-à-dire que ce sont des gars qui sont prêts même à nier la vérité. Et c'est ce que nous devons déconstruire. Merci. Alors, 1 minute encore, je reviens encore sur les maires, parce qu'il faut le dire, Stéphane. Nous sommes dans la conséquence du vote que vous donnez à n'importe qui. Un maire qui se... C'est-à-dire on a parlé de Carrefour Kaka. Et ce maire, c'est ce maire-là qui a offert, il semble, 5 millions et qui a donné les tailles du RDP. Merci de dire, il semble. Merci de dire. Non, je continue même. J'aurais dit, il semble. Comment d'accord. Le choix des directeurs, oui. Il semble. Stéphane, 1 minute. Oui. Quand les autres compagnies parlent là, tu les interromps. Non, je dis. Oui, non. Il semble. Ok, laisse-moi donc dire. Il semble qu'il a offert. Oui, laisse-moi 5 millions. Laisse-moi pas. Oui, laisse-moi continuer, même si c'est les rumeurs, c'est pas moi qui ai créé la rumeur dans tous les cas. Laisse-moi continuer à te dire que quand on est dans un système comme celui-là et où on normalise la normale, regarde la saleté qu'il y a à Yaoundé. Ça, c'est la conséquence de donner son vote à n'importe qui. Regarde-moi que tu sors de ton portail. Tu es, bon, pour ceux qui ont les portails, voilà, il faut déjà avoir même un portail qui peut te protéger contre les saletés. Et moi, j'ai vu des gens qui ont des portails et la saleté devant eux. Ils sortent son Prado et ils continuent. Comment on peut normaliser la saleté à Yaoundé, à Douala et un peu partout? Comment est-ce possible que personne ne s'offusque du fait que nous soyons dans un délabrement de moralité et d'insalubrité. C'est complètement absurde. C'est pour ça que je vais te dire que nous, au MLDC, nous allons déconstruire le discours qui est celui de la normalisation de la normalité. Et nous allons rendre le Cameroun normal. Le Cameroun est un pays normal. Il faudrait que nos enfants que nous sommes en train d'éduquer sachent que jeter les ordures dans la rue est mauvais. Merci. Griller un feu est mauvais. Mentir est mauvais. Mentir à mon Dieu Vision comme les gars du RDPC est mauvais. Merci professeur. Merci pour vos mots sur justement ce constat que vous faites quant à la salubrité dans la ville de Yaoundé. Nous allons avancer l'émission se poursuit, mais nous allons prendre aussi des réflexions qui nous parviennent. Prenons celle-ci particulière parce qu'elle nous vient de très loin. Jean-Moïse Mbok, elle nous vient de Suède. Ça veut dire que nous sommes suivis et c'est tout l'honneur du top management d'Info TV. Nous sommes suivis même jusqu'en Suède. Alors que dit-elle? Bonsoir à tous. L'Afrique aurait dû rester sous le régime de la royauté. Notre culture, nos valeurs, nos rites et cultes ne s'alignent nulle part avec la démocratie. Du moins celle exigée par le colon. Les peuples étaient mieux avant avec des clans structurés et des familles soudées. Malheureusement, le message n'est pas signé, mais l'indicatif nous fait bien comprendre qu'il nous vient de très loin en Suède. Bonsoir Stéphane, bonsoir ton panel. Le professeur sur ton plateau veut faire la politique des Blancs. Il oublie que nous sommes au Cameroun et que bientôt il va confirmer. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire confirmer, mais je sais que Jean-Moïse Mbok, vous allez prendre la parole. Il nous reste très peu de temps. Alors, je posais la question qui semble être rituelle. Qu'est-ce qu'on fait lorsque on sait, et c'est le discours qui est entretenu par une certaine élite politique, que les élections au finish ne servent à rien, que je vote pas. On se rend compte que c'est toujours les mêmes qui sont aux affaires et parfois les scores ne font qu'être plus conséquents. Qu'est-ce qu'on fait? On est observateur, on est acteur, on est spectateur, on est activiste. Qu'est-ce qu'on fait, vous, de la société civile? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'impliquer. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller voter. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ça change. Même là, ça ne sert à rien? Non, ça ne peut pas servir à rien. Personne ici, en tout cas, n'a dit que ça ne sert à rien. On a simplement dit que, en fait, on a décrit les réalités en disant que ceux qui viennent doivent savoir qu'il y a une machine en face qui entretient la délation. Vous n'êtes pas politique, je vous relance. Oui. En 92, il y avait combien de partis politiques de l'opposition à l'Assemblée en termes de représentativité? Ils étaient combien? En 2024, ils sont combien? Je crois qu'ils sont restés pour les plus gros, les mastodontes, 6 ou 7. Ça veut dire quand même qu'en près de 35 ans, les choses ont changé dans un sens qui n'est pas pour celui de l'opposition. C'est pour ça que j'ai décrié la désaffection. J'ai décrié la grosse frustration
de la jeunesse. Mais je dis que ça s'est arrêté en 2018. Ça s'est arrêté en 2018. Depuis 2018, les Camerounais ont dit mince. Donc un jeune arriviste peut faire ça. Donc un tel peut faire ça. Ah non, ça veut donc dire que ça revient, ça reprend. Le PCRN sort d'où? De nulle part. Mais ils sont là aujourd'hui, ils ont des députés, ils ont. Donc le fait qu'ils soient là a ramené de l'espoir. Oui. Maintenant, dans cet espoir, on a en face des gens qui vont tout faire pour démontrer que ça ne sert à rien. Ils sont payés pour ça. C'est leur travail. Ils sont payés pour ça et ils sont ingénieux. La Bible même dira qu'ils sont ingénieux au mal. C'est-à-dire qu'ils sont tellement intelligents qu'ils savent tourner de manière très vicieuse, même ce qui a un sens. C'est eux donc, de manière très voilée, qui vont vous dire que ça ne sert à rien parce qu'on a déjà gagné. Ça ne sert à rien parce que c'est couru. Mais je veux dire ici qu'il faut que tout le monde s'implique, que tout le monde entre dans cette affaire qui nous concerne tous, parce que vous le savez bien, la politique, soit vous la faites, soit elle vous fait. Oui. Et pour donc qu'on ne se trouve pas à ce qu'elle nous fasse de manière brutale, de manière sauvage, il faut qu'on s'implique. Et pour s'impliquer, il faut avoir sa carte d'électeur. Pour s'impliquer, il faut aller voter. Mais à côté de ça, il faut aussi vraiment, et je crois que c'est une prière que je vais continuer d'élever pour mon cher et beau pays, c'est qu'il faut qu'on ait un tant soit peu des hommes de bonne moralité. Oui. Des hommes de bonne volonté, qui comprennent qu'ils ne sont pas éternels. Et le seul héritage qu'ils vont laisser aux inconnus, c'est des bonnes lois, c'est de bons textes, mais c'est un contexte qui permet à nos enfants de se déployer et d'évoluer. Merci. Quand on aura des hommes de bonne foi qui vont entrer en politique, pas par aventure, pas par effraction, mais par passion, parce qu'ils veulent transformer leur environnement, c'est là que notre démocratie à l'africaine va décoller. La dame disait qu'on doit rentrer dans le Moyen-Âge. Je dis non, nous sommes aujourd'hui ouverts. Le pays est en pleine mondialisation, on ne peut plus reculer. Il faut simplement qu'on étoffe l'existant et qu'on puisse évoluer dans ce sens-là. Que les jeunes arrêtent d'avoir peur. Peut-être c'est ce que c'était compris. Je le dis ici parce qu'il faut que je le dise. On doit arrêter d'avoir peur parce qu'on a arrêté depuis 2018. On n'a plus peur. On décrit simplement la réalité. Maintenant, ne vous limitez pas à juste décrire la réalité. Il faut aller voter. Merci, et Jean-Moïse Mbok. Il nous reste précisément 3 minutes. Alors, on va essayer de les répartir de façon efficiente. À la prochaine émission, je vais attraper mon temps. Parce que j'ai laissé mes deux copanélistes. Paul Stéphane Malunga, en 30 secondes. Je vais essayer alors de vous faire un jeu de projection. Comment est-ce que vous projetez l'Afrique dans les 2-3 prochaines années, si l'on se rend compte, bien évidemment, qu'en termes d'élections, elles s'enchaînent, elles se succèdent, mais au finish, rien ne change? Non, moi je projette l'Afrique dans 5 ans. Beaucoup de choses vont changer en Afrique d'ici 5 ans. Pourquoi? Parce que la plupart des néocolons sont en train de passer le témoin et la plupart de ceux qui sont à la tête des États africains sont des fabrications occidentales. Si on prend le cas de notre pays, c'est un secret de polichinelle que la plupart de ceux qui nous dirigent sont allés faire des études de sciences politiques en France. C'est pas interdit? Ce n'est pas interdit, mais ça a un impact. On a pris le temps de vous mouler dans ce système. Vous avez l'impression qu'il y a une relation paternaliste. Mais avec nous, on l'a fréquenté ici à Soi. On va finir nos études ici à Soi. On n'a aucun sentiment de redevance. On n'a eu aucune bourse que la France nous a accordée pour aller fréquenter là-bas. Donc dans 5 ans, dans 10 ans, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en Afrique parce qu'aujourd'hui, on a quand même des hommes politiques qui ont ce sentiment national parce que ils sont révoltés. On a quand même des intellectuels aussi qui sont révoltés, même sur le plan scientifique. Donc je pense que d'ici 10 ans quand même, ces intellectuels et ces hommes politiques pourront justement apporter cette plus-value. Et que le prof ne se détrompe pas. Je suis de ceux qui pensent que le changement vient du bas. Je ne suis pas du down top, je suis du bottom up. Merci. Le changement vient du bas. Et c'est pour ça que je dis souvent à certains hommes politiques, et je sors par là, que l'erreur c'est de penser qu'on va changer le Cameroun en allant seulement à Etoudi. Merci. On peut changer le Cameroun en contrôlant l'Assemblée nationale. Merci Paul Stéphane. Prof, il nous reste 1 minute. Oui. Je dirais que pour juste compléter ce que le docteur Mbok a dit, pour que on ait des hommes de bonne moralité, il faut avoir de bonnes lois. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'homme n'est bon. Je pense que l'homme naît comme il est.
mais ce sont les lois qui changent. Et c'est pour cela qu'il faudrait que les jeunes aillent à l'Assemblée pour changer les lois. Maintenant, je vais dire par rapport à Paul Stéphane que étudier à l'étranger est une très bonne chose, d'ailleurs. Et je vais vous rappeler que la plus grande diaspora estudiantine, c'est la Chine, qui envahit tous les pays étrangers. Mais quand ils rentrent, ça ne change pas le fait qu'ils soient chinois et qu'ils produisent des politiques de développement qui sont liées à la Chine. Le problème des Africains n'est pas lié au fait qu'ils soient allés, cette génération soit allée, c'est qu'ils ont vendu leur âme de plein gré aux colons. Et maintenant, pour finir avec... rapidement, le MLDC, je dis merci à mes militants, MLDC qui me suivent partout. Je dis merci à la jeunesse et je dis à ce téléspectateur que j'enseigne au Cameroun depuis 10 ans, qu'il ne pense pas que les réalités du Cameroun, je connais le cas, je suis pas un gars, je suis autant un gars de la diaspora que Paul Biya était un gars de la diaspora. Je suis un Camerounais qui est présent dans la vie politique. Oui, je voyage beaucoup, mais Paul Biya a étudié à l'étranger aussi. Donc, faut pas me caricaturer comme étant un produit de la diaspora. Il pense comme les Blancs. Merci. Et je dis donc que à cette jeunesse-là que la seule solution à son propre problème, c'est de prendre la carte de vote, rejoindre le MLDC et puis voter MLDC. Et venir s'investir surtout pour être maire et député MLDC. Merci pour justement votre orientation. Nous ne sommes pas encore en campagne, professeur. Le moyen pour moi de vous le rappeler avant que justement que le régulateur ne me tire sur les oreilles. Alors, nous allons remercier tous ceux qui ont pris la peine de nous suivre lors de ces presque 1h30 et poussière des directs. C'était Ouro Africa, votre émission panafricaine qui rentre dès l'instant en gare. Nous allons rester donc attentifs aux suites de l'élection du côté du Tchad avec ces appels à annulation qui sont présentés et brandis par le vainqueur, Success Masra. Nous allons vous donner rendez-vous pour la prochaine édition de Ouro Africa. Celle-là, elle sera particulière. Certainement, elle sera le lundi 20 mai. Ce sera à Yaoundé, au Cameroun, lorsqu'il sera 21h. Mesdames, Messieurs, merci encore et bonne continuation de soirée. Sisi